Bonjour, donc on va faire le cours des fibroses pulmonaires. Ce cours est dédié aux externes 4e année module de pneumophysiologie. Donc la fibrose, on va commencer d'abord donc un plan du cours. On va c'est-à-dire s'étaler point par point. Je commencerai avec une petite introduction et définition, c'est-à-dire c'est quoi la fibrose. Donc c'est une maladie d'abord qui est relativement rare si on la compare à l'asthme ou à la BPCO, mais dont l'évolution est le plus souvent grave. Pourquoi? Parce qu'elle conduit le plus souvent, surtout dans les formes idiopathiques, à une insuffisance respiratoire chronique rapide qui va nécessiter une oxygénothérapie au long cours à domicile. Ceci est dû donc essentiellement à une rigidification et cicatrisation du poumon qui est secondaire à la présence en excès d'un tissu conjonctif transformant le poumon qui est normalement élastique en un tissu fibreux rigide, d'où perturbation des échanges gazeux à travers la paroi alvéolo-capillaire. Il faut connaître aussi que le terme de fibrose pulmonaire regroupe un nombre très important d'affections et dont le caractère commun de ces dernières est l'hyperplasie des fibres de collagène, des fibres élastiques et parfois même des fibres musculaires lisses cellulaires, avec une infiltration polymorphe de cellules qui vont siéger exclusivement ou vont prédominer au niveau de l'interstitium, surtout alvéolaire, d'où le terme utilisé de pneumopathie infiltrative diffuse. Après cette courte introduction, ce qu'il faut retenir, qu'il existe deux types de fibroses. Il y a les fibroses pulmonaires secondaires à une pathologie connue. Par exemple, on a la sarcoïdose qui, au stade 4, va évoluer à la fibrose. Il y a aussi les maladies, certaines maladies auto-immunes, telles que la polyarthrite rhumatoïde, des conjonctivites telles que la sclérodermie, mais il y a aussi l'inhalation chronique de produits toxiques dans l'environnement, voire l'utilisation de certains médicaments. Mais quand aucune cause n'est identifiée, il s'agit le plus souvent d'une fibrose pulmonaire dite idiopathique, qui est d'ailleurs de pronostic généralement beaucoup plus grave et dont le diagnostic est basé surtout sur la clinique et l'aspect scanographique qu'on va détailler ultérieurement. Ce qu'il faut retenir également dans cette petite introduction, que les deux maîtres symptômes des fibroses pulmonaires sont la dyspnée et bien sûr la toux. Les caractéristiques de cette dyspnée, donc elle va s'installer d'abord aux grands efforts et elle va s'aggraver progressivement au fil des années. Donc elle commence d'abord à l'effort, puis elle va devenir de plus en plus importante, c'est-à-dire en moindre effort, voire même au repos. Accompagnée le plus souvent, surtout dans des stades plus avancés, par une toux dont le caractère elle est surtout sèche. Retenez que ces deux symptômes sont le plus souvent malheureusement banalisés par le malade. Et celui-ci ne va consulter qu'à un stade avancé de la maladie, ce qui va rendre encore le traitement plus difficile. Maintenant, on va faire un petit rappel sur l'interstitium pulmonaire. C'est quoi l'interstitium? Donc, selon le schéma de Weibull, voilà, donc on va prendre un petit pointeur de laser, voilà. Donc, c'est l'appareil suspenseur du poumon qui va s'étendre du hile pulmonaire à la périphérie, c'est-à-dire jusqu'à la périphérie du poumon, à la région sous-pleurale. Il comporte 3 secteurs. Le premier secteur, c'est le secteur axial. Donc, ce secteur axial correspond aux parois des bronches et des vaisseaux.
Le deuxième secteur, c'est le secteur pariéto-alvéolaire. Donc, ce sont les parois qui entourent, donc c'est les parois des alvéoles. C'est l'interstitium alvéolaire. C'est celui-ci qui va être le plus touché et dont les retentissements, c'est-à-dire sur la fonction respiratoire, vont être les plus importants puisqu'il va y avoir un problème de diffusion avec l'épaississement de cet espace. Et enfin, il y a l'espace, c'est-à-dire l'interstitium périphérique, qui correspond donc aux lobules, parois des lobules pulmonaires. Voilà, c'est un lobule et on voit la paroi des lobules. Normalement, les parois, elles sont fines. En cas de fibrose, il va y avoir donc un épaississement et elles vont devenir donc visibles sur la radiographie ou sur l'ATDM, le scanner. Il y a aussi l'interstitium sous-pleural. Dans les fibroses pulmonaires idiopathiques, c'est surtout donc c'est-à-dire sans cause, c'est surtout donc on a dit que c'était l'interstitium, retenez, alvéolaire, c'est-à-dire pariéto-alvéolaire qui est le plus touché. Donc après cette définition de l'interstitium, on va passer un petit peu, donc on va faire un petit rappel sur la physiopathologie de la fibrose pulmonaire. La fibrose pulmonaire donc se passe essentiellement au niveau des alvéoles. C'est-à-dire quand le patient va inhaler des irritants de manière chronique, ces irritants sont le plus souvent inconnus ou parfois connus, comme par exemple des gaz, des poussières, des agents infectieux, etc. Ceux-ci donc vont stimuler à une réaction inflammatoire avec libération de cytokines, des macrophages, des neutrophiles. Mais normalement, c'est-à-dire dans les cas normaux, quand il n'y a pas une susceptibilité individuelle, normalement, toute inflammation, il y a un processus de réparation avec dépôt de fibroblastes. Mais dans la particularité dans la fibrose pulmonaire, c'est que ce processus de réparation, il est inapproprié et même très exagéré, ce qui va provoquer un épaississement et une rigidification de la membrane alvéolaire, réalisant une transformation progressive du parenchyme pulmonaire en un tissu fibreux. Ceci donc va conduire à un obstacle du passage de l'oxygène et de la diffusion de l'oxygène à travers cette paroi alvéolo-capillaire. Et donc les échanges gazeux vont être entravés et on parlera alors de troubles de l'hématose. Un poumon fibreux donc va entraîner une diminution de la compliance pulmonaire, ce qui va faire des fibroses pulmonaires une maladie pulmonaire restrictive. Cependant, il faut pas confondre là avec les autres maladies, c'est-à-dire la fibrose pulmonaire, avec les autres maladies restrictives secondaires à des déformations thoraciques telles que la kyphose ou les myopathies. Maintenant, on va aborder quelques chiffres épidémiologiques pour évaluer l'importance de la fibrose pulmonaire. Il faut savoir que à peu près 50% des pneumopathies interstitielles diffuses sont dues à la sarcoïdose et à la fibrose pulmonaire idiopathique. 50% des fibroses idiopathiques, c'est-à-dire ils vont décéder dans les 5 années suivant le diagnostic, donc ce qui fait la gravité de cette pathologie. À titre d'exemple, en France, on a 3 000 à 5 000 nouveaux cas par an et on a 80 000 à 500 000 nouveaux cas en Europe. Il faut aussi noter qu'il y a une prédisposition génétique des fibroses pulmonaires idiopathiques où on trouve plusieurs membres de la même famille qui peuvent être touchés par cette pathologie. Il faut enfin savoir et retenir que le tabac augmente considérablement le risque d'apparition d'une fibrose pulmonaire. Donc au départ, on a parlé des fibroses sans cause, dites idiopathiques, qui sont plus graves et plus difficiles à traiter, et des fibroses secondaires, secondaires
qui sont généralement, c'est-à-dire dus donc à un stade qui sont secondaires à l'évolution de plusieurs maladies. On va citer quelques exemples donc des fibroses secondaires. Je commencerai par l'inhalation des polluants dans l'environnement, soit sur le lieu le plus souvent de travail, comme l'asbestose, qui est due à l'inhalation d'amiante. Je cite quelques exemples, c'est-à-dire de professions qui exposent à l'asbestose, les plus connus, les plombiers, les soudeurs à l'arc, surtout actuellement les poseurs de faux plafonds, qui deviennent de plus en plus fréquents, les maçons, etc. Le deuxième exemple donc d'inhalation de produits qui vont provoquer donc la fibrose pulmonaire, c'est l'exposition à la silice. Cette matière, donc ce produit ou cette poussière qui va se déposer au niveau des alvéoles puisqu'elle est très fine, on la trouve surtout chez les tailleurs de pierre. Ces fines particules donc vont atteindre les alvéoles pulmonaires et s'y déposer, provoquant une fibrose pulmonaire irréversible. On citera aussi donc l'inhalation des gaz, donc d'une manière tous les gaz peuvent entraîner donc une fibrose pulmonaire. Quelques exemples, on a les gaz, les vapeurs de mercure, le dioxyde d'azote, etc. Un autre exemple donc des fibroses pulmonaires secondaires sont les pneumopathies d'hypersensibilité, dont le mécanisme est surtout d'origine immuno-allergique, par inhalation de produits antigéniques, donc qui vont réaliser donc une réaction antigénique au niveau du poumon. Dans la majorité des cas, il s'agit d'un produit, c'est-à-dire le produit qui est inhalé est un produit organique, dont le sujet a été préalablement sensibilisé. Parmi ces substances organiques, donc ça peut être des débris de bactéries, des débris fongiques ou des substances aviaires. On va donner quelques exemples. Il y a l'inhalation des produits de déjection des oiseaux. Donc on voit cette pathologie beaucoup plus chez les éleveurs d'oiseaux. Donc d'ailleurs c'est une mode actuelle. Tout le monde a un petit perruche, un canari à la maison. Et ils commencent à tousser, à avoir des troubles respiratoires. Et donc ces gens, ils sont sensibilisés. Ils ont donc une action immuno-allergique à ces produits de déjection. Et s'il n'y a pas une rupture, c'est-à-dire on ne va pas enlever c'est-à-dire ces oiseaux, ces canaris ou ces perruches, cette maladie peut évoluer de façon insidieuse vers une fibrose pulmonaire. On appelle ça la maladie des éleveurs d'oiseaux. Un autre exemple, c'est le poumon fermier, surtout donc rencontré chez les agriculteurs, les fellahs. Et donc le mécanisme est le même, c'est-à-dire immuno-allergique. L'inhalation donc de particules agricoles sur le lieu de travail, elle va causer donc des problèmes respiratoires, des inflammations, des réparations et qui vont aboutir à c'est-à-dire après un certain temps, à une fibrose pulmonaire secondaire. La troisième cause des fibroses pulmonaires secondaires, ce sont surtout les maladies auto-immunes. Donc, je vous donne quelques exemples. Le poumon rhumatoïde, le lupus érythémateux disséminé ou la sclérodermie. Ils peuvent entraîner une atteinte pulmonaire à type de fibrose par inflammation chronique persistante avec phénomène de cicatrisation et dépôt de fibroblastes exogènes. Donc, c'est l'évolution, c'est-à-dire au cours de l'évolution de ces pathologies, elles peuvent évoluer vers une fibrose pulmonaire. Un autre exemple, donc c'est les maladies du tissu conjonctif telles que la sarcoïdose qui provoque une fibrose pulmonaire au stade 4 de son évolution. Si celle-ci a été maltraitée, non traitée ou parfois c'est une évolution spontanée malgré le traitement. Aussi, on cite les vascularites telles que la granulomatose de Wegener. Il y a aussi les fibroses secondaires aux infections virales, comme la grippe, surtout les patients qui font des tableaux graves de SDRA, c'est-à-dire de syndrome de détresse respiratoire, des infections secondaires au virus syncytial et probablement maintenant, on va être confronté à des fibroses secondaires au Covid-19. Une autre cause secondaire sont les médicaments.
Donc le mécanisme est surtout immunoallergique. Cependant, les substances, là, l'allergie, elle est due à une substance inorganique. Mais aussi, parfois, un mécanisme inconnu. Parfois, il n'y a aucune cause qui n'est retrouvée. On va citer quelques exemples des médicaments qui sont incriminés dans les fibroses médicamenteuses. Surtout, on a la cordarone, qui est un antiarythmique cardiaque, bien sûr. Il y a la bléomycine, la chimiothérapie, surtout le méthotrexate, qui sont des substances immunosuppressives et utilisées également dans certains cancers. Aussi, il faut retenir que l'irradiation thoracique pour les cancers pulmonaires ou médiastinaux, voire même mammaires, peuvent entraîner des fibroses secondaires. Enfin, quand aucune cause n'est retrouvée, on parle de fibrose pulmonaire idiopathique. Maintenant, on va voir les circonstances de découverte de cette fibrose pulmonaire. La première, donc, c'est soit de manière systématique, c'est-à-dire que le malade ne présente aucun symptôme de la fibrose pulmonaire. Et quand on fait une radio, c'est-à-dire surtout elle doit être de bonne qualité, ou une TDM, donc on va tomber sur une fibrose pulmonaire. Soit que le malade il est connu, par exemple qui présente donc une sclérodermie, une sarcoïdose ou une polyarthrite rhumatoïde, et au cours de l'évolution de la maladie, donc on fait une surveillance systématique et on tombe sur une fibrose pulmonaire. Soit, bien sûr, que le malade il vient consulter pour des signes cliniques. On a dit les deux symptômes les plus importants, c'est la dyspnée. Cette dyspnée, donc, on a dit qu'elle était très progressive. Elle s'installe sur plusieurs années. C'est-à-dire elle va être d'abord, comme on vient de le dire, donc après des efforts importants, des efforts moins importants, puis au repos et au moindre geste. Pour les autres symptômes, donc la toux sèche chronique, sèche puisque le problème il n'est pas au niveau des branches mais il est au niveau de l'interstitium. La particularité de cette dyspnée et de cette toux, c'est-à-dire pour éliminer les autres infections, elle est sans fièvre. C'est-à-dire si on trouve une dyspnée avec une toux qui est chronique et sans fièvre, il faut penser à la fibrose pulmonaire. Bien sûr, un malade qui ne peut pas respirer, il va être asthénique, parce qu'il y a une hypoxie. Et l'asthénie, elle peut entraîner une anorexie, puisque le malade, il ne va pas avoir d'effort pour s'alimenter. Et si le malade ne s'alimente pas, il va bien sûr maigrir. Et aussi, on peut avoir des douleurs thoraciques. Maintenant, pour les signes physiques, donc il faut toujours examiner le malade à torse nu. On va examiner le thorax. Donc, à l'inverse de la PPCO, où le thorax est généralement on le trouve un petit peu en grande ampliation thoracique, dans la fibrose pulmonaire, le thorax, il est diminué de volume. Voilà, donc c'est la diminution de l'ampliation thoracique. Il faut rechercher systématiquement les signes de complications de la fibrose pulmonaire, qui sont surtout le cœur pulmonaire chronique. Quels sont alors les symptômes qu'on doit rechercher? Les œdèmes des membres inférieurs, un foie cardiaque, une turgescence spontanée des jugulaires, un signe de Harzer et bien sûr, à l'auscultation, il faut toujours rechercher un éclat de B2 pulmonaire. L'examen, c'est-à-dire des mains, retrouve l'hypocradisme digital. C'est un aspect en verre de montre des angles. Il est très caractéristique des fibroses pulmonaires idiopathiques, c'est-à-dire sans cause. L'auscultation pulmonaire, il faut toujours rechercher des râles crépitants à l'inspiration au niveau des basses pulmonaires. Ces crépitants, on les appelle le verre. Maintenant, pour les examens complémentaires, donc la radio, c'est-à-dire au début, elle peut être normale. Donc, on peut avoir une petite fibrose et quand on fait la radio, on la trouve normale. Donc, elle ne peut pas éliminer une fibrose débutante. Si elle est anormale, donc comme on voit sur cette radiographie, donc c'est déjà un peu trop tard. Donc, on est au stade de fibrose avancée.
Je vais citer quelques signes sémiologiques qu'on va trouver dans les fibroses pulmonaires, sont détaillés, sont trop détaillés, puisqu'il va y avoir un autre cours, un autre TD qui va être fait, qui est appelé le syndrome interstitiel, dans lequel donc tous ces lésions radiologiques vont être détaillées. Voilà, donc vous pouvez avoir des opacités, ce qu'on appelle nodulaires, ce qu'on appelle des micronodules. Quand ils sont répartis de façon homogène et sont de même taille, on parle de graines de mil. Ils sont à la limite de la visibilité, c'est-à-dire inférieurs à 0,5 mm. Soit qu'ils sont un peu plus gros et on va parler de macronodules. On a parfois des hyperclartés circonscrites, donc à partir des parois épaisses. Elles sont coalescentes et elles vont donc siéger par étage, c'est-à-dire premier étage, deuxième étage, au fur et à mesure que la fibrose va donc progresser. On a aussi les réticulations. Les réticulations, c'est des petits traits qu'on va trouver donc sur la radio ou sur le scanner. Elles correspondent le plus souvent à l'épicissement des septa, donc de l'interstition périlobulaire ou sous-pleurale. Il y a aussi, donc on peut avoir en plus de, il y a aussi les lésions kystiques. On peut avoir des lésions kystiques, c'est-à-dire la coalescence de plusieurs, c'est-à-dire plutôt l'adjonction et quand des images en rayon de miel sont de plus en plus importantes, elles peuvent réaliser des petites lésions kystiques. Bien sûr, quand il y a une rétraction, il va y avoir un déplacement du médiastin avec ascension des hémicoupoles, puisque le poumon il va diminuer de volume et il va être remplacé par les hémicoupoles qui vont un petit peu remonter et les côtes qui vont un petit peu se verticaliser. C'est-à-dire il y a aussi des éléments qui peuvent nous orienter, c'est-à-dire vers certains diagnostics, c'est la topographie des lésions. On prend un exemple. Si on a par exemple une fibrose pulmonaire primitive, il y a une topographie un petit peu qui va orienter le diagnostic. C'est le fait que ces lésions, elles sont périphériques et qu'elles siègent au niveau des lobes inférieurs. Donc si on trouve des lésions par exemple en rayon de miel, des réticulations, donc qui siègent beaucoup plus au niveau des parties, c'est-à-dire inférieures, postérieures et au niveau c'est-à-dire postérieure et inférieure, on va dire qu'il s'agit probablement d'une fibrose pulmonaire idiopathique. Pardon, je reviens un petit peu juste sur les signes sémiologiques. C'est le ver dépoli que je n'avais pas très bien expliqué. Donc, c'est une hypodensification du parenchyme pulmonaire qui ne va pas effacer donc, les structures vasculaires et bronchiques. Je donne un autre exemple sur la topographie. Aussi bien pour la sarcoïdose que pour les pneumopathies d'hypersensibilité, le siège il est beaucoup plus central, c'est-à-dire les parties moyennes du poumon et la partie supérieure. Si on prend un exemple, l'OAP, on sait, donc l'aspect normal de l'OAP, c'est en aile de papillon, c'est les régions donc médianes, centrales. Voilà, donc ce sont quelques exemples. Maintenant, je vais un petit peu donner des images typiques de la fibrose idiopathique. Qu'est-ce qu'on doit retenir? Que dans la fibrose idiopathique, il y a une prédominance des lésions dans les régions sous-pleurales au niveau bibasal, c'est-à-dire au niveau des deux bases, qui va s'étendre progressivement au fur et à mesure de l'évolution vers les sommets. On peut avoir aussi du ver dépoli, mais généralement le ver dépoli dans les fibroses pulmonaires idiopathiques, surtout dans un stade avancé, il n'est pas très important. Et donc, plus donc, on a du ver dépoli, donc plus il y a de la chance que le patient répond au traitement. Plus on a un rayon de miel, plus le malade, donc il risque de ne pas répondre au traitement et c'est-à-dire stade très avancé. Il y a la distorsion architecturale, bien sûr. Donc, il va y avoir un déplacement, comme je viens de le dire, des hémicoupoles et la trachée, du médiastin, la verticalisation des côtes. Donc, tout ça, c'est une distorsion architecturale. Et bien sûr, on a un autre élément de la fibrose pulmonaire idiopathique qui est la bronchectasie de traction. Par rétraction de l'interstitium, il va tirer et entraîner donc une dilatation des branches qui n'a rien à voir avec la DDB. C'est un autre cours qui est plus souvent secondaire à des infections à répétition, soit elle est d'origine donc mycoviscidose ou autre.
Donc, ce qu'on doit retenir, c'est que la TDM est l'examen de référence. Donc, elle est supérieure à la radio. Elle peut orienter le diagnostic, c'est-à-dire la topographie, elle est typique, basale, périphérique, comme dans la fibrose pulmonaire idiopathique. Elle permet de donner une étiologie, voire une alternative diagnostique. Je vous donne un exemple, la sarcoïdose. La sarcoïdose, c'est-à-dire quand on a des lésions nodulaires beaucoup plus, qui siègent dans la partie donc moyenne périvasculaire et qui va évoluer vers les sommets, avec un épicissement des septa lobulaires et des césures qui sont en forme de perle, ce qu'on appelle la césure emperlée. Ces éléments donc vont aider un petit peu le diagnostic, bien sûr, à côté de l'examen clinique, à côté de l'examen donc biologique. Et un élément aussi, la TDM, elle nous donne un élément de pronostic, c'est-à-dire de la gravité de la fibrose. Plus il y a du verre dépoli, c'est une fibrose débutante. Plus il y aura du rayon de miel, la fibrose, elle est quand même avancée et généralement, on ne peut pas faire beaucoup de choses. Et même les traitements, ils vont être un petit peu inefficaces. Un autre élément pour la TDM, elle va nous orienter pour, c'est-à-dire le siège du prélèvement. Il faut toujours essayer de faire des prélèvements quand on décide de faire une biopsie pulmonaire dans les régions là où il y a moins de rayons de miel. Parce que les lésions, elles sont... qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver de la fibrose, des rayons de miel, c'est vide, c'est un vide. Donc il faut aller beaucoup plus vers le verre dépoli, là où on va trouver, c'est-à-dire des cellules qui vont nous renseigner sur le diagnostic, Voilà donc une coupe tomodensitométrique. Vous voyez, voilà, donc ça c'est une déposition donc d'un rayon de miel postérieur, basal et périphérique. D'accord? Donc c'est toute la périphérie qui est atteinte, c'est la périphérie, c'est la base du poumon. On a très peu de verre dépoli, très peu de verre dépoli. Il y a une distorsion importante avec une DDB de traction bilatérale. Ça, c'est vraiment en faveur d'une fibrose pulmonaire idiopathique sans cause. Vous voyez là, quand le rayon de miel est très important, on peut avoir même des petites lésions kystiques. Par contre, dans cette coupe, on voit moins de rayons de miel et plus de verre dépoli. Là, il peut peut-être s'agir d'une fibrose pulmonaire secondaire. Là, il faut faire bien sûr l'examen pour orienter le diagnostic. Maintenant, on arrive à la spirométrie. C'est un élément très important pour le diagnostic des maladies pulmonaires restrictives. La capacité pulmonaire, soit donc on va faire une spirométrie simple, soit une spirométrie, soit une plétismographie, beaucoup plus. Pour calculer la capacité pulmonaire totale, elle va être diminuée. Aussi, la capacité vitale, elle est également diminuée, ainsi que le volume expiratoire maximal par seconde. Ce qu'on doit retenir, c'est qu'il faut toujours faire le rapport VMS sur capacité vitale. Si on le trouve normal, voire augmenté, on dit que le patient présente un syndrome pulmonaire restrictif. La gazométrie, donc la saturation, elle est toujours effondrée. La DL0, c'est le transfert du CO à travers la paroi alvéolo-capillaire, il est diminué, témoignant donc d'un épaississement de la paroi alvéolo-capillaire, et bien sûr la compliance est diminuée, on a bien expliqué. Maintenant, on arrive le diagnostic. Donc, on a fait un petit peu la clinique, on a parlé un petit peu de la radio, on a parlé un petit peu de l'EFR. Comment on va faire le diagnostic? C'est tous ces éléments n'arrivent pas à poser vraiment un diagnostic positif. On peut arriver à faire une biopsie pulmonaire. C'est une biopsie un petit peu mutilante qu'il ne faut pas donc prescrire chez tous les malades. Il faut faire un choix. Beaucoup plus, c'est quand il s'agit d'un sujet jeune chez lequel on peut faire quelque chose, ou si c'est un sujet qui est candidat plutôt à une transplantation pulmonaire. On ne va pas la faire un thorax ouvert, mais beaucoup plus par thoracoscopie pour éviter donc les complications chirurgicales. Elle est vidéo-assistée, bien sûr sous anesthésie générale. Le tissu prélevé, donc, il va être examiné donc, par un histopathologique et un anatomopathologique. Donc, il va bien sûr confirmer la présence d'une fibrose
Et en cas, c'est-à-dire que si ce n'est pas une fibrose pulmonaire idiopathique, il va trouver d'autres éléments qui vont nous orienter vers une fibrose secondaire, telle que la présence, si par exemple il va trouver des poussières minérales. Donc, si le diagnostic il est posé, c'est bon. Si on a des difficultés, c'est-à-dire pour poser le diagnostic de la fibrose pulmonaire idiopathique, on revient parfois à des critères, c'est-à-dire pour aider le diagnostic. Si vous avez 4 critères majeurs avec 3 critères mineurs, vous êtes en droit déjà de dire qu'il s'agit d'une fibrose pulmonaire idiopathique. Qu'est-ce qu'on doit faire? Pour les critères majeurs, donc on doit faire un examen complet, minutieux, policier. On doit éliminer toutes les autres étiologies des pneumopathies infiltratives diffuses. D'accord? Pour arriver à dire qu'il s'agit d'une pneumopathie idiopathique. Il faut avoir une image concordante qu'on vient de décrire, c'est-à-dire basale, périphérique, beaucoup plus avec des rayons du miel. Quand on fait le LBA, donc c'est beaucoup plus de neutrophiles qu'on va trouver, généralement supérieur à 10%. Et bien sûr, un syndrome restrictif à l'EFR. Pour les signes mineurs, c'est surtout un sujet âgé, plus de 50 ans, et actuellement on parle beaucoup plus de 60 ans. L'auscultation, c'est-à-dire le velcro à la base, va nous aider. Le mode d'installation de la dyspnée, ainsi que le temps de l'évolution de la maladie. Voilà donc après c'est-à-dire le diagnostic, on va donc aborder le chapitre de l'évolution. Malheureusement, toute hypoxie chronique, elle va entraîner une vasoconstriction vasculaire. Et la vasoconstriction chronique, elle aboutit à l'hypertension artérielle pulmonaire, l'HTAP. Et l'HTAP, c'est-à-dire avec le temps, elle va évoluer vers l'insuffisance ventriculaire droite. Et bien sûr, au stade avancé, on va avoir un cœur pulmonaire chronique, c'est le CPC. Il n'y a aucun traitement, c'est-à-dire pour le CPC, le seul traitement qui peut un petit peu ralentir cette évolution, puisqu'on a parlé de l'hypoxie, donc c'est l'oxygénothérapie. Donc il faut commencer le plus tôt possible l'oxygénothérapie avant l'évolution vers le CPC. La deuxième complication la plus fréquente dans la fibrose pulmonaire, c'est l'embolie pulmonaire. Bien sûr, parce qu'il y a un problème cardiaque, il y a un CPC, c'est le malade qui ne peut pas se déplacer, donc il est toujours alité, et bien sûr, donc on va avoir des problèmes thrombogènes. Et là, il faut toujours faire une anticoagulation préventive. Maintenant, on arrive les options du traitement. Je dirais quand même que les options de traitement de la fibrose pulmonaire idiopathique sont très limitées. Pourquoi? Parce que la fibrose pulmonaire, donc c'est un tissu cicatriciel permanent. Il ne peut pas faire marche arrière. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est beaucoup plus faire des mesures préventives. Donc, en plus d'une bonne hygiène de vie, il faut toujours préconiser l'arrêt du tabac, éviter l'empoussiérage. Il faut toujours préconiser une bonne hydratation. Il faut maintenir, c'est-à-dire il faut sensibiliser le malade à maintenir une activité physique, au moins une marche de 30 minutes, voire faire le vélo à domicile. Et même pour les stades avancés, pour les malades qui sont sous oxygène à domicile, on utilise des petites bouteilles d'oxygène pour déambuler le patient. Quant aux médicaments, donc, il faut traiter selon la cause. Quand c'est une maladie de système ou une connectivite ou une sarcoïdose, donc là, on doit traiter la cause. Donc, pour les maladies, les fibroses pulmonaires secondaires, donc, il y a un traitement. Maintenant, pour les fibroses idiopathiques, le problème, là, c'est-à-dire on n'a pas beaucoup de choix, d'accord? Il y a certains agents pharmacologiques qui sont destinés à prévenir la formation du tissu cicatriciel, mais qui sont toujours en phase d'expérimentation. On a le nintédanib ou la perfenidone, qui est un antifibrotique qui ralentit la progression de la fibrose pulmonaire idiopathique. Il y a aussi le nintédanib, c'est un inhibiteur de la tyrosine kinase qui joue un rôle important dans la prolifération et la différenciation des fibroblastes. Retenir aussi que l'oxygénothérapie, je me répète, améliore la qualité de vie et la capacité à l'effort. Je parlerai en dernier de la transplantation du poumon
qui reste la seule option thérapeutique valable pour les cas sévères. Merci pour votre attention.